Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Lors de votre déclaration de politique générale, au lendemain du Congrès national des sapeurs-pompiers de France, vous n'avez pas abordé la question de la sécurité civile. Et pourtant, soldats du feu, soldats de la vie et désormais soldats du climat, sursollicités, les sapeurs-pompiers sont souvent le dernier service public 24 heures sur 24 pour faire face au vieillissement de la population, à l'absence de professionnels de santé, à la crise de l'hôpital public, aux nouvelles activités de pleine nature, sans oublier les conséquences du changement climatique. Inondations dans le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir, l'Essonne ou dans le Nord, les épisodes Cévenol dans le Gard, l'Hérault, la Lozère, glissements de terrain dans les Pyrénées et les Alpes, incendies en Gironde ou dans le sud de la France. Tout le territoire national est désormais concerné ou le sera. Ces évolutions imposent un choc externe qui doit permettre de préserver notre modèle de sécurité civile, alliant les sapeurs-pompiers volontaires, les PATS, mais aussi l'engagement altruiste des sapeurs-pompiers volontaires sans perte de sens, de garantir l'accès aux secours partout et sur tout le territoire national, de se préparer aux conséquences de la transition écologique et de rendre notre population et nos associations agréées, résilientes et actrices. Le mode actuel de financement de la sécurité civile est devenu obsolète, inadapté aux défis actuels, ne prend pas en compte la valeur du sauvé. Deux mesures urgentes sont attendues à court terme, la signature de la circulaire pour l'exonération de la TICPE votée il y a un an et l'effectivité des trimestres de retraite en reconnaissance de l'engagement des SPV. Monsieur le ministre, entendez-vous honorer ces engagements? Vous avez annoncé vouloir relancer le Beauvau de la sécurité civile. Pouvez-vous nous indiquer vos orientations, votre calendrier et votre méthode? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Olga Giberne, ministre en charge de l'énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Pantel. Je vous prie d'excuser l'absence de la ministre Agnès Pannier-Runacher, retenue au Conseil européen à Luxembourg. Madame la députée, vous avez fait référence à la dépression Cœur qui a traversé la France la semaine dernière. Cet ouragan venu de l'Atlantique a engendré des pluies très importantes entre mercredi et jeudi sur une grande partie du pays. Des vents forts, notamment dans les Pyrénées et le centre-est du pays. La ministre Agnès Pannier-Runacher était d'ailleurs sur le terrain jeudi dernier, auprès des sinistrés. C'est pour cette raison que le département de la Lozère avait été placé en vigilance orange pour des pluies d'inondation par Météo France. Compte tenu de ces très fortes précipitations, mesdames et messieurs, je vous explique ce qui s'est passé et ce que les Français ont vécu. Et je vous explique également que, compte tenu de ces très fortes précipitations, certaines parties du territoire ont été inondées, notamment dans le village médiéval de Sainte-Énimie. D'autres ont subi des coulées de boue et vous en avez fait référence en raison des ruissellements. C'est bien la preuve qu'il faut nous adapter au changement climatique. Cette adaptation passe notamment par des solutions fondées par la nature, notamment la plantation de haies qui interceptent les ruissellements et les coulées de boue. Ils fixent la terre grâce à leurs racines, facilitent l'absorption de l'eau et par les sols. C'est tout l'enjeu du plan national d'adaptation au changement climatique dont la consultation débutera dans les prochains jours. Vous avez fait référence aux sapeurs-pompiers et aux services qui viennent aider. Je tiens à les saluer. Ils ont été mobilisés nuit et jour. Je tiens à saluer également les services de l'État et les élus locaux qui ont pleinement mobilisé ces derniers jours pour informer et accompagner les habitants. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces inondations, il ne fait aucun doute que les collectivités touchées pourront faire l'objet d'une reconnaissance de l'État de catastrophe naturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à mes questions. La première question, c'était la TICPE, la circulaire, quand? La retraite des sapeurs-pompiers volontaires, quand? Et le Beauvau de la sécurité civile, comment? Quelles orientations? Quel calendrier? Voilà, vous n'avez pas répondu. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la ministre, en 1860, le docteur Rokitansky décrit pour la première fois l'endométriose. Il n'est pas besoin de beaucoup se déconstruire pour se dire que collectivement, la réponse de la puissance publique à une telle pathologie eût été plus diligente quand on parle d'une maladie touchant entre 1,5 et 2,5 millions de personnes avec 7 ans d'errance diagnostique,
avec un impact majeur sur l'infertilité. Malgré le travail de l'Assemblée nationale sur de nombreux bancs, dans beaucoup de têtes encore, cela reste une maladie de bonne femme. La douleur que l'on tait, la douleur au travail, dans les transports, chez soi, le silence. L'an dernier, à l'occasion d'un débat nourri, des engagements ont été pris, notamment sur l'affection de longue durée dite 31, sur la structuration des filières dans les régions qui sont encore très hétérogènes, sur le soutien aux associations, sur la question du reste à charge zéro. Des engagements aussi sur les crédits de recherche. Et je n'ai pas écouté l'intégralité de l'intervention de votre collègue Hetzel devant l'UNI ce week-end, mais je n'ai pas entendu qu'il ait confirmé ses engagements. Avec un Ondam affiché à 2,8%, incluant sans doute un point de contribution CNRACL pour les hôpitaux, donc un Ondam avec un 8% d'inflation à zéro. Pouvez-vous nous assurer que ces mesures seront bien mises en place? Car il ne faut pas beaucoup se déconstruire pour craindre que ces mesures ne soient la variable d'ajustement d'un Ondam à zéro. Madame la ministre, je finirai en vous demandant si vous pouvez nous assurer que si les résultats sont concluants, l'endotest, malgré le coût qu'il peut avoir pour une urgence diagnostique de 7 ans, aura un accès facilité et rapide, comme la santé des enfants, la santé des femmes est trop souvent la variable d'ajustement de nos politiques publiques de santé. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Rousseau. D'abord, je vous remercie d'aborder ce sujet si important. L'endométriose toucherait près d'une femme sur 10, ce qui est considérable avec les conséquences importantes que nous connaissons sur la qualité de leur vie. Un sujet qui nécessite des mesures fortes, mieux connaître, mieux détecter et mieux prendre en charge. C'est le sens de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été déployée depuis 2022 avec la mise en place d'un comité de pilotage annuel. Et vous le savez, je crois que vous y avez participé. La force de cette stratégie relève de la construction, d'abord avec toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées, et son caractère interministériel qui est essentiel. 90% des actions de cette stratégie ambitieuse ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Premier axe, accroître la connaissance de l'endométriose, lancement d'une campagne de communication qui a eu lieu en mai 2024, pour les femmes et pour les professionnels de santé, bien sûr, des actions de formation par l'assurance maladie, y compris en ligne, à destination des professionnels et du grand public. Deuxième axe, l'identification et la mise en place de filières spécifiques dans chaque région. Ces filières se déploient dans chaque région. 4,5 millions de financement en année pleine. Et je peux vous assurer que je veillerai à ce que ces financements participent bien au budget. Troisième axe, le renforcement de la recherche grâce au lancement d'un grand programme de recherche pluriannuel piloté par l'INSERM, nommé Santé des femmes, santé des couples, avec un axe sur l'infertilité et un axe sur l'endométriose, pour un budget de 25 millions d'euros. Ce budget, bien sûr, sera lui aussi sanctuarisé. Et enfin, vous l'avez dit, cette stratégie mise également sur l'innovation. Sur l'innovation, avec un accès précoce au diagnostic, avec ce fameux test dont vous avez parlé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale, tout d'abord, ces derniers jours sont bien sombres pour notre école. Nos pensées vont vers Samuel Paty et Dominique Bernard, tués par des terroristes islamistes parce qu'ils étaient enseignants. Nous leur rendons hommage. Madame la Ministre, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous parler de notre école, celle pour laquelle la communauté éducative se bat au quotidien, celle qui émancipe, celle qui façonne l'esprit critique,
celle qui apprend le vivre ensemble et la tolérance, bref, celle qui accompagne tous les élèves pour faire société. Je ne voudrais pas vous donner l'impression de vous apprendre mon métier, Madame la Ministre, mais permettez-moi de vous dire que c'est pour cela qu'on devient enseignant et que je suis moi-même devenue enseignante il y a 30 ans. Et c'est avec ce vécu que je vous le dis, l'école est fatiguée, des réformes pédagogiques successives, des changements de programme sans cohérence et des chocs dans tous les sens. L'école est fatiguée de devoir toujours faire plus avec toujours moins. Fatiguée des coupes budgétaires, fatiguée des baisses, des suppressions dont la dernière en date, plus de 4000 postes d'enseignants supprimés dans votre projet de loi de finances 2025. Une véritable saignée pour des classes toujours plus surchargées. Ce budget est une bombe à retardement. Pour ce gouvernement, le budget de l'école est un coût à rationaliser, une variable d'ajustement dans une matrice comptable. Mais pour nous, le budget de l'école sera toujours un investissement pour l'avenir, un investissement pour une école accueillante, exigeante et inclusive. L'école a besoin de moyens, donc Madame la Ministre, êtes-vous prête à revenir avec le Parlement sur ce budget prévu pour l'enseignement scolaire et surtout sur la suppression de ces 4000 postes? Ou laisserez-vous l'école être sacrifiée sur l'autel de l'austérité? Merci beaucoup. La parole est à Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fathia Keloachi. Je suis d'accord avec vous, l'école c'est un investissement, il n'y a aucun doute. J'ai l'honneur d'être à la tête d'un ministère qui compte plus de 1 200 000 personnels qui sont tous dévoués. Je veux saluer leur engagement et vous en faites partie. Mais je crois qu'aujourd'hui, le moment n'est pas trop à la polémique, il est plutôt aux faits. Et il y a des faits qui sont très clairs. Depuis 2017, l'école a bénéficié de 14 milliards d'euros supplémentaires dans son budget, des moyens jamais alloués jusqu'à présent. Quand je suis arrivée dans ce ministère, j'ai trouvé un budget de 62,1 milliards d'euros. Il est aujourd'hui à 63 milliards d'euros. C'est un peu plus de 800 millions d'euros que l'école a pu obtenir. Je veux d'abord qu'on salue cette victoire et nous pourrons faire beaucoup avec cela, malgré les inquiétudes que vous exprimez. Je voudrais dire que notre école, elle reste donc une priorité du gouvernement. Mais il y a aussi d'autres chiffres qui sont implacables et qu'il faut avoir en tête. C'est que là, à cette rentrée scolaire, nous avons 80 000 élèves de moins. En septembre 2025, nous en aurons 100 000 de moins. Ces 200 000 en moins, il faut aussi tenir compte de ces chiffres qui sont implacables, mais qui nous ont permis malgré tout d'avoir un nombre moyen d'élèves par classe qui n'a jamais été aussi bas, avec un peu moins de 22 élèves par classe dans notre école publique. C'est aussi, je veux le dire, ce budget que j'ai évoqué. Ce budget d'éducation nationale, c'est aussi celui qui a permis d'allouer depuis 2017 près de 3 000 postes d'enseignants dans l'académie de Créteil, notamment pour dédoubler les petites classes dans les territoires que vous connaissez bien en Seine-Saint-Denis. C'est aussi ce budget qui a permis de verser une prime de fidélisation à 26 000 agents de l'éducation nationale, dont 22 000 professeurs, qui enseignent en Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, pour un gain d'un peu plus de 6 000 euros par an. Et puis c'est ce budget qui a permis aussi d'augmenter les infirmières scolaires de 200 euros net par mois, les AESH 200 euros net par mois. Donc je veux ici dire que j'attends beaucoup comme vous du débat parlementaire qui s'ouvre. Je sais que vous-même à la tête de la commission, vous aurez le souci d'apporter une contribution qui sera, j'en doute pas, très utile et sans dogmatisme à ce budget. Je l'ai dit, je vous le redis, je veux vraiment insister. Comme ministre de l'Éducation nationale, j'aurai toujours un objectif, une boussole et même une obsession. Élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau. Merci. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, ce week-end, dans une tribune, l'ensemble des parlementaires socialistes vous interpellaient pour que vous vous opposiez à la vente par le groupe Sanofi de sa filiale Opella, productrice du Doliprane, vente à un fonds d'investissement américain. J'étais moi-même lundi matin sur le site de Lisieux, dans mon département du Calvados, aux côtés des salariés, pour vous dire de vive voix mon opposition ferme à cette vente. Personne n'a oublié qu'en 2020, après la première vague de l'épidémie du Covid-19, le président de la République annonçait la relocalisation de la production du paracétamol en France avec un soutien massif de l'État. 4 ans plus tard, nous apprenons avec stupeur la décision guidée par une logique purement financière de Sanofi, géant pharmaceutique français. Nous vous demandons solennellement, Monsieur le ministre, d'empêcher cette vente qui pose de sérieux enjeux de souveraineté sanitaire
et constitue une menace directe pour les 1 700 emplois liés à l'activité industrielle et commerciale d'Opella en France. Comme l'a affirmé le Président de la République lui-même, vous avez les instruments pour empêcher cette vente. Le décret Montebourg permet au gouvernement d'opposer son veto au rachat de toute entreprise dont les activités sont essentielles pour garantir la protection de la santé publique des Français. Il faut l'utiliser et privilégier les alternatives françaises au nom du patriotisme économique. Le Doliprane, médicament essentiel pour des millions de Français, ne doit pas changer de nationalité. À ce propos, vous seriez bien inspiré de prendre connaissance du rapport du Sénat sur la reconstruction de la souveraineté économique de la France de notre collègue Franck Montaugé, mais aussi des travaux relatifs à la pénurie de médicaments auxquels a participé la sénatrice Émilienne Poumirol. Nous ne croyons pas au possible engagement qui serait pris par Sanofi. Nous avons vu trop d'entreprises ne pas respecter leurs accords passés avec l'État, particulièrement en matière d'emploi, et préférer payer des amendes, même conséquentes. Alors aujourd'hui, face à la crainte légitime d'une casse sociale à Lisieux, à Compiègne, et d'une délocalisation dans un contexte marqué par des difficultés croissantes d'approvisionnement de médicaments, ma question est simple. Allez-vous engager votre droit de veto et pourquoi ne l'avez-vous toujours pas fait? La parole est au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, M. Antoine Armand. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, nous n'avons pas engagé notre droit de veto parce que la procédure n'a pas commencé, tout simplement. Parce que Sanofi est entré en discussion exclusive et c'est ainsi la procédure qui ne peut pas commencer avant même le dépôt d'un projet de cession, pour vous répondre très directement. C'est la première chose. La deuxième chose, et j'ai pu le constater à vos côtés, si nous nous sommes rendus avec Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l'industrie, dès lundi, et vous étiez là avec l'ensemble des élus du territoire, c'est pour marquer notre attachement à la production en France, au maintien de l'emploi en France, à la localisation du siège, au maintien de la recherche et développement, à la souveraineté sanitaire en général, puisque nous sommes en train de reconstituer toute la chaîne de production du médicament sur l'ensemble du territoire national, du principe actif qui n'était plus produit en France jusqu'aux médicaments que nous avons pu voir dans l'usine de Lisieux. Pour cela, oui, il faut des engagements fermes et il faut, et j'insiste sur ce point puisque vous l'avez vous-même souligné, plus que des engagements, des clauses pour s'assurer que ces engagements seront tenus. Vous avez évoqué, votre territoire en a connu des précédents où ces engagements n'avaient pas été tenus. Ce sont les discussions que nous menons en ce moment pour avoir des garanties qui nous permettront de nous assurer que ces engagements seront tenus. Vous avez évoqué les sanctions, je les ai évoquées en accord avec le Premier ministre. Vous auriez pu aussi évoquer la question de l'actionnariat et de la participation à la gouvernance et donc à la stratégie directe de l'entreprise. Quel meilleur moyen de signaler l'importance que nous accordons à ce dossier. Pour le reste, je le redis ici devant vous et je vous le garantis, rien n'est exclu, rien n'est interdit pour s'assurer de la production du Doliprane en France. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. En ce mois d'octobre rose, je souhaite vous interpeller en tant que femme, citoyenne et sénatrice sur l'inégalité d'accès à la prévention et au traitement du cancer du sein, le cancer féminin le plus fréquent, 61 000 cas par an. Comme l'indiquent les rubans accrochés à nos vestes, le dépistage systématique permet de répondre à un enjeu majeur pour la santé des femmes. Si la campagne de sensibilisation est importante, encore faudrait-il pouvoir accéder à ce dépistage. Les derniers chiffres de Santé publique France révèlent que moins d'une femme sur deux y participe. En cause, la faiblesse actuelle de notre offre de soins dans des territoires qui sont en voie d'extinction médicale. En Charente, mon département, mais aussi ailleurs, les délais de rendez-vous pour une mammographie excèdent souvent les 6 mois. Ce n'est pas acceptable. De surcroît, en Nouvelle-Aquitaine, il est prévu une diminution de près de 30% du budget alloué au centre de coordination des dépistages des cancers. On ne peut pas faire des économies aussi mal ciblées. En milieu rural, l'offre en radiologie n'est pas en capacité de faire face à la demande. Seules les capitales régionales ou Paris délivrent des rendez-vous rapides pour celles qui, bien sûr, ont les moyens de se déplacer. Quand une femme a une ordonnance pour une mammographie, il faut impérativement établir le principe qu'un rendez-vous en urgence doit pouvoir être pris sous 3 jours maximum, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui.
Madame la ministre, pouvez-vous nous dire concrètement ce que vous entendez faire pour améliorer la prise en charge des dizaines de milliers de femmes confrontées à cette épreuve terrible du cancer du sein? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Santé et de l'accès aux soins, Madame Darrieussecq. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bonnefoy. Alors c'est vrai que le mois d'octobre, eh bien, ça fait 30 ans que l'on porte le message de parler du cancer du sein, de prévention, de dépistage. Et cela fait 20 ans que le programme national de dépistage organisé a été mis en œuvre. Et je vous rejoins pour dire que ce dépistage est essentiel, bien sûr, parce que plus le dépistage est précoce, plus, bien entendu, la prise en charge est facilitée et plus la guérison intervient. Et je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a un recul de l'accès à ce dépistage, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est lié aux infrastructures qui seraient manquantes dans certains territoires ou peut-être à la faiblesse du renouvellement de notre message qu'il va nous falloir porter encore plus vigoureusement. Néanmoins, il sera intéressant d'étudier au niveau des communautés de santé de chaque territoire si justement le dépistage du cancer du sein ne peut pas faire partie de priorité pour une mammographie, mais je crois que tout cela ne doit pas être décidé d'en haut. Ça doit être décidé en fonction des capacités de chaque territoire, des appareillages de chaque territoire et du nombre, bien sûr, de radiologues. Mais j'ai l'accès aux soins dans l'intitulé de mon ministère et je veillerai à ce que, effectivement, ce dépistage soit possible partout pour toutes les femmes. Et vous m'avez parlé du centre de coordination de dépistage des cancers que je connais bien en Nouvelle-Aquitaine et qui fait d'ailleurs un très bon travail, notamment de dépistage sur des publics éloignés de l'accès aux soins, des publics handicapés, et je suis très attentive à leur travail. Mais le budget qui a diminué n'a rien à voir avec une perte sur leur mission. Ils ont en fait des missions différentes et notamment ils n'ont plus la mission d'envoyer le courrier aux personnes qui a été repris par l'assurance maladie. Donc en fait le budget a diminué parce qu'il y a une partie de ce qu'ils faisaient qu'ils ne font plus, mais ils continuent à avoir des missions de dépistage qui sont tout à fait importantes pour le territoire. Merci. Madame Bonnefoy. Oui, il y a une vraie détresse des femmes qu'il faut entendre. Les déserts gynécologiques sont en augmentation constante. D'ailleurs, la Cour des comptes s'en alarme. En 10 ans, nous avons perdu la moitié des effectifs de gynécologues. L'urgence est là. Après un septennat qui a été largement décevant pour lutter contre les déserts médicaux, le port du ruban rose ne suffira pas à vous dédouaner de vos responsabilités. Aussi, avec force, nous demandons l'égalité d'accès aux soins pour toutes et pour tous. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Le projet de budget de votre ministère pour 2025 naît de votre propre aveu, Monsieur le garde des Sceaux, pas satisfaisant en ce qu'il prévoit une baisse des crédits de près de 500 millions d'euros par rapport à la loi de programmation 2023-2027. Vous avez d'ailleurs été beaucoup plus précise au micro de RTL il y a 2 jours en indiquant « si on en reste à la lettre plafond, je ne vois pas ce que je ferais encore au gouvernement ». Déclaration plus qu'étonnante pour un ministre nommé il y a à peine 3 semaines, en pleine connaissance, nous pouvons l'imaginer, de la situation budgétaire de notre pays. Chers collègues, nous sommes tous conscients de la situation de la justice en France. Le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice vient d'être publié aujourd'hui et confirme que la France se situe, malgré les efforts, en dessous de la médiane des pays du Conseil de l'Europe concernant les effectifs de justice. Le coup d'arrêt à la programmation des crédits que porte le budget, c'est concrètement 3 fois moins de postes de magistrats, de greffiers, d'agents pénitentiaires que la trajectoire initialement prévue pour 2025. C'est autant d'engagements et de promesses reniées. Que dire aux professionnels du monde de la justice confrontés, comme c'est le cas dans mon département du Loiret, à des juridictions fortement sous-dotées? Que dire au personnel des centres pénitentiaires, notamment au regard des engagements pris à la suite du drame d'Incarville? J'ai visité lundi le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. J'ai constaté l'engagement et le professionnalisme des agents. J'ai en même temps entendu les inquiétudes, les attentes et les constats. Et notamment celui-ci, 35% des détenus ont des pathologies mentales lourdes qui relèvent de la psychiatrie. Alors, monsieur le garde des Sceaux, face à ces engagements, quel engagement précis pouvez-vous prendre? Vous engagez-vous à ce que le budget soit rétabli ou avez-vous d'ores et déjà rédigé votre lettre à l'intention du Premier ministre? Pour vous répondre, la parole est...
Au garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Didier Migaud. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je suis très sensible à votre question et à votre soutien. Et je suis persuadé que je le retrouverai lors de la discussion budgétaire. Vous avez voté une loi d'orientation et de programmation à la suite d'un constat fait par les États généraux de la justice d'une justice sinistrée. Résultat, je dirais, de 30 ans d'abandon et de sous-investissement. Et aujourd'hui, notre justice est complètement engorgée à la suite d'une multiplication des dossiers dont elle est saisie, et il y a une très forte attente de nos concitoyens pour que la justice ait les moyens. Et vous l'avez dit vous-même, nous consacrons 2% des dépenses de l'État à la justice. Nous sommes en deçà de tous les pays qui nous sont comparables dans l'effort que nous faisons en direction de la justice. La justice n'est pas encore réparée et il faut donc poursuivre l'effort. La lettre plafond n'était pas acceptable au regard justement des engagements qui avaient été pris en termes d'effectifs et en termes de moyens. Je l'ai dit, le Premier ministre l'a reconnu puisqu'il est indiqué dans le projet de loi de finances que ce budget fera l'objet d'un réajustement. Le Premier ministre s'y est engagé, je lui fais bien sûr toute confiance. Il fallait lire la totalité de la phrase que j'ai prononcée. J'ai dit que c'était la lettre plafond qui n'était pas acceptable et que si nous en restions à la lettre plafond, effectivement, ça me posait un problème. Mais nous n'en sommes plus là. Il y a un engagement de réajustement à la hausse et ça va une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Et nous sommes en discussion avec le Premier ministre pour que cet ajustement nous permette de respecter, Monsieur le Président, les engagements qui ont été pris en termes d'effectifs et en termes de moyens pour la justice. Mon cher collègue. Vous comprendrez, monsieur le garde des Sceaux, que notre responsabilité soit d'alerter. C'est d'ailleurs ce que nous avions fait au moment du budget 2024. C'est ce que nous avions fait pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que nous avions fait pour la loi immigration. Et nous serons vigilants par rapport aux propos que vous venez de tenir pour vérifier si véritablement c'est le cas. Mais monsieur le garde des Sceaux, nous savons que votre situation est plus qu'inconfortable, y compris face aux surenchères sécuritaires et démagogiques venant de membres de ce gouvernement, et les récentes annonces sur la loi immigration le confirment, montrant que vous courez et ce gouvernement court après l'extrême droite. Alors pour notre part, vous comprendrez que nous nous efforcerons de rester fidèles au combat et aux engagements de l'un de vos illustres prédécesseurs, Robert Badinter.